Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre votre émission Objection, mais aussi un grand merci à nos auditeurs et internautes qui nous suivent via notre chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Objection qui reçoit ce dimanche Guillaume Soro. Il est le président de Génération et Peuple Solidaire. C'est en perspective de la présidentielle ivoirienne prévue ce 31 octobre 2020. Guillaume Soro, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci pour cet entretien exclusif accordé à Sud FM Sen Radio. Alors, M. Soro, la présidentielle ivoirienne est prévue ce 31 octobre 2020. Avec le recul, dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le candidat recalé? Je veux parler de Guillaume Soro. Alors, autant vous dire les choses très clairement, je suis non seulement inquiet, mais très préoccupé. Parce que malheureusement en Côte d'Ivoire, le président actuel n'a pas réuni les conditions d'une bonne élection. Or, on sait qu'en Afrique, les guerres généralement partent des élections mal organisées et des élections impréparées. Donc, je suis très inquiet. Alors, vous dites être très inquiet, Guillaume Soro, en expliquant le pourquoi. Mais Guillaume Soro, le 14 septembre dernier, le Conseil constitutionnel a rejeté votre candidature à la présidentielle de ce 31 octobre. Dites-nous, Guillaume Soro, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Écoutez, sans surprise, mais profondément déçu. Parce que le Conseil constitutionnel Payot et aux ordres corrompus par M. Ouattara n'a pas dit le droit. Parce que s'il y avait une seule candidature qui devrait être rejetée, c'est celle de M. Ouattara. Puisque la Constitution, notre loi fondamentale, interdit à M. Ouattara de faire un troisième mandat. Donc, nous sommes choqués et c'est pourquoi nous disons qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant qu'il n'y aura pas d'élection démocratique et transparente. Oui, mais Guillaume Soro, juste après le rejet de votre candidature, vous l'avez appris, il s'agit de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a sommé l'État de Côte d'Ivoire de valider votre candidature. Alors, pensez-vous que cette décision de l'instance judiciaire africaine sera prise en compte par le Conseil constitutionnel ivoirien? Mais justement, vous me donnez raison parce que vous savez très bien depuis le magistère de M. Alassane Ouattara, il a corrompu la justice. Il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. La justice est aux ordres. D'ailleurs, je vais vous faire une révélation. La liste des candidatures a été arrêtée à la présidence de la République par M. Ouattara. Nous avons même le nom de la personne qui a envoyé cette liste au Conseil constitutionnel. Et le président du Conseil constitutionnel n'a fait que lire la liste venue de la présidente de la République de M. Ouattara. Si vous regardez attentivement la vidéo de la proclamation donc de la liste des candidats, vous verrez que le président du Conseil constitutionnel n'avait les yeux rivés sur le papier, incapable de s'en détacher. Alors évidemment, quand vous avez des juges corrompus comme nous les avons en Côte d'Ivoire, ils ne disent pas le droit. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est reconnue pour son intégrité et sa probité. Et c'est pourquoi ils ont exigé que l'État de Côte d'Ivoire m'inscrive sur les listes électorales et me rende éligible. Alors, Guillaume Soro, récemment, vous avez déclaré lors d'une conférence de presse que tant que vous n'êtes pas candidat, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire.
Alors, maintenez-vous cette décision, sinon, que comptez-vous faire? Alors, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Il ne s'agit pas d'une ambition personnelle de Guillaume Soro. Je dis simplement qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire si le cadre électoral n'est pas transparent, démocratique et inclusif. Le Conseil constitutionnel qui vient de valider la candidature de M. Ouattara contre toute logique, en se parjurant, en violant la Constitution. Dites-nous honnêtement, est-ce sur un tel Conseil constitutionnel qu'il faut compter pour proclamer avec sincérité les résultats des élections? Donc, nous disons que pour qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire, nous réclamons la dissolution du Conseil constitutionnel qui s'est parjuré et qui est auteur de haute trahison. Nous demandons la dissolution de la Commission électorale indépendante et la reprise totale du processus électoral. Donc vous êtes pour un report des élections, si on vous suit bien? Écoutez, ce n'est pas à moi de demander le report des élections ou non. Nous demandons la satisfaction des exigences que je viens de présenter et je vais être complet sur ces exigences. La dissolution du Conseil constitutionnel, la dissolution de la Commission électorale indépendante, la libération de tous les prisonniers et que tous les exilés politiques rentrent pour assumer leur charge politique dans leur pays. Si on peut le faire en 2 jours, il n'y a aucun problème. Mais ce sont des conditions préalables à toute élection en Côte d'Ivoire. Oui, mais Guillaume Soro, dimanche dernier, vous avez certainement suivi également cette sortie de l'EDS, le PDCI, RDA, l'UDPCI et plusieurs autres partis de l'opposition qui ont invité les populations à la désobéissance civile. Vous, de votre côté, partagez-vous ce point de vue? Mais évidemment que je partage ce point de vue. Vous vous souviendrez que le lundi, j'ai lancé un appel à l'opposition politique ivoirienne. Je leur ai demandé à tous de faire bloc et de faire une unité d'action. C'est dans la logique de cet appel que la réunion du dimanche a eu lieu. Réunion à laquelle moi, ma formation et mon mouvement politique ont pris part. Donc, j'endosse et j'assume pleinement le mot d'ordre de désobéissance civile. Vous savez que c'est le Mahatma Gandhi qui a initié la désobéissance civile parce qu'il a considéré que la désobéissance civile est un devoir sacré quand l'État est hors la loi et devient un État voyou. C'est ce qui est le cas en Côte d'Ivoire. Oui, pour rappeler à nos auditeurs que votre formation politique s'appelle Génération et Peuple solidaire. Alors, pensez-vous, Guillaume Soro, que l'opposition a les moyens ou comment compte-t-elle utiliser 2 jours après l'appel de l'opposition? Vous avez certainement observé que les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Alors que comptez-vous faire, vous de l'opposition, pour exécuter, pour rendre faisable justement cet appel à la désobéissance civile? Ah non, il ne faut pas se méprendre sur le calendrier de l'opposition. Le président Bédié a dit que nous allons organiser la désobéissance civile. La désobéissance civile peut se traduire par un mot d'ordre de ville morte, de marche, de manifestation ou de sabotage. Donc, nous avons d'abord défini le cadre des manifestations que nous allons engager sur le terrain. Donc, l'opposition est en train de s'organiser pour déterminer avec exactitude l'action, l'activité, le mot d'ordre précis que nous allons lancer.
Oui, mais que comptent-ils faire les opposants? Notre formation n'a pas encore commencé, mais elle aura lieu. Oui, mais que comptent-ils faire s'ils ne sont pas suivis, les leaders de l'opposition, par rapport à l'appel à la désobéissance civile? Non, l'opposition sera suivie. Le peuple de Côte d'Ivoire se mobilisera comme un seul homme pour faire barrage à Ouattara et à son troisième mandat. J'ai l'impression que vous ne prenez pas la vraie température de ce qui se joue. Justement, qu'est-ce qui se joue présentement? Troisième mandat. La question du troisième mandat, ce n'est pas un problème ivoirien. C'est un problème qui se pose à l'Afrique. Oui. Autant, nous, étudiants, nous nous sommes battus en 90 pour mettre à mort les partis uniques et ouvrir la voie du multipartisme. Autant aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour mettre un terme définitif au troisième mandat et pour ouvrir la porte à une vraie démocratisation. Donc, le peuple sénégalais, le peuple burkinabé, le peuple malien, guinéen, vous devez soutenir les Ivoiriens dans leur lutte contre les présidents Sarkozy. Et je dis que nous allons nous mobiliser, nous allons chasser M. Ouattara et son troisième mandat. Oui, Guillaume Soro, vous avez parlé de la limitation du mandat en Afrique de l'Ouest, plus exactement. Aujourd'hui, avec le recul, vous dénoncez justement le troisième mandat, le principe même. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui expliquerait cette obsession à un troisième mandat? Mais justement, le problème, pour ce que je sais en Côte d'Ivoire, c'est que M. Ouattara a fait preuve de tromperie. Parce que quand nous votions la constitution ivoirienne, la main sur le cœur, M. Ouattara a juré que jamais il ne briguerait un troisième mandat. Malheureusement, il nous a trompés. Et personne n'est immunisé contre une tromperie. Le vrai problème du troisième mandat, c'est que certaines personnes arrivées au pouvoir se prennent pour des hommes providentiels. Et ils estiment que sans elles, rien n'est possible dans nos pays. Et ils veulent réduire les peuples à l'état, donc, à l'état de citoyens simples, écrasés, manipulés. Et ces hommes providentiels nous demandent, pour ceux qui sont musulmans, de faire les ablutions, pour ceux qui sont chrétiens, d'acheter le rosaire et de prier pour qu'ils soient immortels pour veiller sur nos États. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Oui, vous ne l'accepterez pas, Guillaume Soro. Alors, aujourd'hui, Guillaume Soro, regrettez-vous aujourd'hui la rébellion de 2002, rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo et qui a aidé à installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir? Non, je ne regrette pas de m'être rebellé. Je vous signale que le mot rebellé est un mot noble qui signifie qu'on se révolte contre un ordre tordu établi. C'est dans cette veine-là d'ailleurs que plusieurs écrits ont dit que Thomas Sankara était un rebelle, que De Gaulle était un rebelle, que Lumumba était un rebelle, que Nkrumah était un rebelle. Donc, je suis un rebelle, il ne faut pas le confondre avec gangster. Je ne suis pas un gangster. Dans ces circonstances, je me suis rebellé pour ne pas qu'on exclue les Ivoiriens de leur propre pays. Et Ouattara était une icône de cette exclusion. Mais je suis dessus et je regrette que la personne pour laquelle j'ai consacré 15 à 20 ans de ma vie
se révèle être un piètre politicien aux tendances tyranniques. C'est pourquoi aujourd'hui encore je me rebelle. Oui, mais je suis contre l'exclusion de Gbagbo, l'exclusion de Blé Goudé et l'exclusion de tous les autres. Tous les autres, vous voulez parler de Laurent Gbagbo. Justement, Laurent Gbagbo, avez-vous pris langue avec Laurent Gbagbo? L'avez-vous rencontré et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui, j'ai pris langue avec Laurent Gbagbo au téléphone. Et je suis le même hier qui s'est battu pour ne pas qu'on exclue Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Je suis le même aujourd'hui qui dit à Alassane Ouattara que je ne suis pas d'accord avec lui qu'il exile Gbagbo et qu'il exclue Gbagbo. Ce n'est pas normal. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire et doit assumer ses charges politiques. Donc, si vous voyez, ma démarche est cohérente. Tant qu'il y aura de l'exclusion, tant qu'il y aura de l'injustice, vous retrouverez Guillaume le rebelle. Oui, Guillaume le rebelle. Lequel de Guillaume parle aujourd'hui? Le rebelle ou le reconverti? Lequel? Non, je suis Guillaume le même. J'ai dit que je suis d'accord que M. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai eu M. Gbagbo au téléphone, je lui ai présenté mes excuses, je lui ai demandé pardon pour mes manquements, et aujourd'hui, lui et moi étant exclus, nous sommes en train de travailler pour rentrer dans notre pays. Parce que M. Ouattara, que nous avons soutenu, ne s'est pas montré à la hauteur de la tâche. M. Ouattara a une déception pour les Ivoiriens. En voulant briguer un troisième mandat, il a carrément détruit la confiance que nous lui avons portée. On avait espéré que ce technocrate venu du FMI aurait développé la Côte d'Ivoire et aurait fait entrer la Côte d'Ivoire dans la démocratie. Malheureusement, la Côte d'Ivoire ressort plus que jamais divisée et au bord du gouffre. Oui, avec un peu de recul, Guillaume Soro, et au regard des événements politiques en Côte d'Ivoire, pensez-vous que la rébellion a atteint son objectif, c'est-à-dire celui d'instaurer la justice et l'état de droit? La rébellion a combattu pour un état de droit et la démocratie, et M. Alassane Ouattara a dévoyé le combat de cette rébellion. Donc, il y a lieu d'être dessus de M. Ouattara, non pas de l'idéal et de la noblesse du combat que nous avons mené. Che Guevara, quand il menait la révolution à Cuba, avait fait cette révolution avec la noble intention. Que Fidel Castro ait continué ou non, ne peut pas être imputable à Che Guevara. Alors, oui, vous l'avez dit, Guillaume Soro. Maintenant, revenons au processus électoral. L'opposition, Guillaume Soro, dénonce une liste électorale biaisée, un conseil constitutionnel et une commission électorale indépendante sous ordre. Et malgré toutes ces dénonciations, eh bien, elle n'envisage pas de boycotter les élections. N'est-ce pas là une forme de légitimisation de ce scrutin? Ah non, toute l'opposition est unanime pour ne pas aller à ces élections. Monsieur Bédier, qui a été retenu candidat à lancer la désobéissance civile, Afi N'Guessan, qui a été retenu à rejoindre le mot d'ordre de désobéissance civile. Donc, M. Ouattara ira tout seul à l'élection. Alors, et si malgré toutes ces actions menées par l'opposition, Alassane Dramane Ouattara est élu au soir du 31 octobre 2020, alors Guillaume Soro, allez-vous reconnaître le résultat ou dans le cas contraire, qu'allez-vous faire exactement? Alors, je vous dis simplement que le 31,
il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire va se soulever et va s'opposer à cette élection. Donc, il n'y a rien d'autre à espérer. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Nous n'accepterons pas cette élection. Est-ce que vous êtes pour le report de ces élections? Nous disons que tant que nos revendications préalables, à savoir la dissolution de la Commission électorale indépendante, du Conseil constitutionnel et autres ne sont pas réglées, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il faut que M. Ouattara se retire. La Côte d'Ivoire n'accepte pas un troisième mandat. Donc il faut que M. Ouattara se retire de l'élection. C'est la seule condition préalable sur laquelle nous n'allons pas négocier. Alors, jusqu'à présent, il y a un silence assourdissant de la CEDEAO, de l'Union africaine. Alors, dites-nous, Guillaume Soro, présentement, Ibn Chambas est à Abidjan. Présentement, qu'attend l'opposition de Ibn Chambas? Nous attendons que Ibn Chambas dise à Ouattara qu'au nom de la paix en Côte d'Ivoire, qu'il retire sa candidature. De toute façon, il y a une vie après la présidence. Mais nous n'accepterons pas qu'il viole la Constitution pour faire un troisième mandat. En ce qui concerne la CEDEAO, je vais être honnête avec vous. On n'attend pas grand-chose de la CEDEAO. Ah oui, pourquoi? Parce que la CEDEAO est plombée. Par quoi? Monsieur Ouattara affirme à Abidjan qu'il est l'ami de tous les chefs d'État de la CEDEAO et qu'ils ont un syndicat de chefs d'État solidaire entre eux et ils ne voient pas quel chef d'État viendrait le contester. Donc, nous, on n'attend pas grand-chose de la CEDEAO. De toute façon, c'est une CEDEAO des chefs d'État et non une CEDEAO des peuples. Ce qui est dommage. C'est pourquoi d'ailleurs, nous allons revendiquer en Côte d'Ivoire une véritable réforme de la CEDEAO. Donc, M. Ouattara nargue les Ivoiriens avec le fait que lui, il est l'ami de tous les chefs d'État de la CEDEAO et que personne n'ose. D'ailleurs, je vous informe oui, qu'il était prévu que une délégation de la CEDEAO, une délégation de l'Union africaine accompagne M. Ibn Chambas pour l'audience. L'Africain Alassane a chassé la délégation de la CEDEAO et de l'Union africaine et n'a consenti qu'à recevoir le représentant des Nations Unies. C'est vous dire déjà ce que Ouattara pense de la CEDEAO. Oui, mais au-delà de la CEDEAO, il y a l'Union africaine, mais il y a également de façon générale la communauté internationale. Qu'attend l'opposition de la communauté internationale aujourd'hui? Vous savez, moi, je n'ai jamais pensé qu'il faut attendre quelque chose de la communauté internationale. Ce qu'il faut attendre, et la seule chose qu'il faut attendre, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Seul le peuple de Côte d'Ivoire est souverain. Et c'est ce peuple de Côte d'Ivoire qui doit se libérer lui-même, sans compter sur la communauté internationale. Les Ivoiriens doivent se lever pour dire non au troisième mandat de Ouattara et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que Ouattara ne se retire pas. Oui, mais il y a également, Guillaume Soro, la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Aujourd'hui, de par l'histoire, vous avez suivi toutes ces étapes, il y a eu quand même une coopération renforcée entre nos deux pays. Dites-nous aujourd'hui, avez-vous pris contact avec le président Macky Sall ou qu'attendez-vous du Sénégal par le biais de son président Macky Sall? Alors, je vais être franc avec vous. J'ai évité de contacter le président Macky Sall depuis plus d'1 an. Pourquoi? Je ne voulais pas le gêner,
Je connais le président Ouattara. C'est quelqu'un qui est inélégant et abrupt. La preuve, j'ai voulu aller en Guinée, à Conakry. Monsieur Ouattara a pris son téléphone pour appeler le président Alpha Condé pour lui dire qu'il interdisait à Alpha Condé de me recevoir à Conakry. Je n'ai pas voulu mettre le président Macky Sall dans une posture inconfortable et embarrassante pour lui. Vous savez, chacun a son destin. Mon destin, c'est en Côte d'Ivoire. Avec le peuple de Côte d'Ivoire, je me battrai avec le peuple de Côte d'Ivoire pour devenir président de mon pays. Alors, Guillaume Soro, aujourd'hui, vous êtes à 1 mois et 2 semaines de la présidentielle prévue ce 31 octobre 2020. Vous êtes présentement en France, plus précisément à Paris. Alors, craignez-vous pour votre vie? Je vais vous dire une chose. La vie appartient à Dieu. Et la vraie sécurité d'un homme politique, seul Dieu l'assure convenablement. Donc, je remets ma vie et ma sécurité dans les mains de Dieu. Et c'est quelqu'un qui a échappé à un attentat dans un avion qui vous parle. Dans ces circonstances, la seule chose que je demande au peuple sénégalais, épris de paix, à ce peuple valeureux du Sénégal, je demande qu'il continue à prier pour la Côte d'Ivoire, qu'il s'associe au combat des Ivoiriens et qu'ensemble nous puissions nous débarrasser de Ouattara qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire et qui va amener la Côte d'Ivoire à une guerre intercommunautaire. Ah oui? Ça fait 1 an. Je suis en train d'interpeller les uns et les autres pour dire que M. Ouattara va brûler la Côte d'Ivoire. On ne m'a pas écouté. Enfin, je veux que vous le sachiez et que vous portiez votre soutien aux peuples de Côte d'Ivoire pour avoir la démocratie. Nous méritons l'état de droit et la démocratie. Alors, Guillaume Soro, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, le 3e mandat en Côte d'Ivoire risque d'être une source d'embrasement de ce pays et au-delà de ce pays, toute la région ouest-africaine? Absolument, absolument. On ne peut pas accepter que des chefs d'État qui prennent nos peuples pour des abrutis contournent les constitutions, les tripatouillent pour rester indéfiniment au pouvoir. Ce n'est pas possible, il faut qu'on nous respecte. Les chefs d'État ont quand même un devoir de considération vis-à-vis des peuples. Alors si le peuple sénégalais, Alassane Ouattara, faire un 3e mandat en Côte d'Ivoire, est-ce que demain nous pourrons dire à Mamadou Bouhari de ne pas faire 3 mandats? Est-ce que nous pourrons dire demain à Nana Akufo-Addo de ne pas faire 3 mandats, à Talon de ne pas faire 3 mandats, à Macky Sall de ne pas faire 3 mandats? Mais donc, il faut que ce soit clair. Le peuple sénégalais doit se tenir debout aux côtés du peuple ivoirien, parce que ce n'est pas seulement un problème de la Côte d'Ivoire, pour dire non au 3e mandat dans l'espace de la CEDEAO. Mais Guillaume Soro, pourquoi la problématique de la limitation de mandat est propre à l'Afrique francophone, puisque très rarement une telle question est évoquée dans les pays anglophones en Afrique? Quelle est votre lecture par rapport à ce constat? Non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Non seulement les pays anglophones ont dépassé la question de la limitation des mandats. C'est très clair dans leur pays. Et vous voyez que les pays anglophones
sont mieux lotis et nantis que les pays francophones. Parce que nous encore, on est dans la tergiversation des reliques de la monarchie, issues des différentes constitutions françaises. Tant que nous n'allons pas prendre nos responsabilités en Afrique francophone, quand vous prenez les pays africains, les pays les plus pauvres sont de l'Afrique francophone. Parce que nos ambitions économiques sont en déphasage avec le système politique qui est en place. C'est pourquoi je dis que notre génération, si nos grands-pères ont combattu pour l'indépendance, notre génération doit s'imposer comme combat libérateur la limitation des mandats. Nous n'accepterons pas de troisième mandat dans la sous-région ouest africaine. Alors, que ce soit clair. Oui, que ce soit clair, dites-vous, vous parlez de souveraineté, mais il y a aussi rapport avec la France. La preuve, vous trouvez présentement en France. L'attitude et le rôle de la France dans ce dossier précis par rapport à l'élection, la réélection ou même la présidentielle de ce 31 octobre 2020. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, l'attitude et le rôle de la France par rapport justement à cette question liée au troisième mandat en Côte d'Ivoire, celui de Ouattara? Les Africains doivent comprendre que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont pas d'idéal démocratique, les États ont des intérêts. La France, son problème n'est pas que Alassane écrase les Ivoiriens ou non. La France, leur problème, c'est la stabilité pour que leurs affaires marchent en Côte d'Ivoire. Alors, s'ils ont quelqu'un qui peut écraser tous les Ivoiriens, mais maintenir la stabilité suffisamment pour que le commerce se fasse, que leur business marche et qu'ils puissent faire leur profit, ils sont prêts à fermer les yeux. Donc, ne vous trompez pas, chers Africains. Vous êtes responsable de votre propre destin. Si demain, Ouattara tombe en Côte d'Ivoire, la France accommodera du nouveau président. Ibeka a beau aimer les Français et vice-versa, le jour où il est tombé, la France est passée à autre chose. Le président Omar Bongo a financé tous les candidats de la 5e République française. Il les a tous cadotés. Mais le jour où il a eu besoin de la France, juste pour avoir un lit d'hôpital pour aller mourir, la France a refusé. Il a dû aller mourir en Espagne. Ben Ali, en Tunisie, il a beau faire tous les cadeaux qu'il voulait aux Français. Les Français même étaient prêts à lui donner des armes de maintien de l'ordre. Mais le jour où le peuple s'est soulevé, l'a fait tomber, il a demandé à la France juste le temps de l'atterrissage de son avion en France pour se reposer. La France a refusé. C'est dans le ciel que Ben Ali a dû donner des coups de fil pour aller ensuite dans le Moyen-Orient. Détrompez-vous, chers Africains. C'est à nous de prendre nos responsabilités, de bâtir nos pays et de penser au bonheur et au progrès de nos peuples. Oui, Guillaume Soro, aujourd'hui, une élection, c'est avant, c'est pendant, c'est également la situation post-électorale après le 31 octobre. Non. La Côte d'Ivoire est précurseur dans bien des domaines. Donc, nous venons d'être précurseurs dans le domaine électoral. On ne parlera pas en Côte d'Ivoire cette année de crise post-électorale. On parlera plutôt de crise préélectorale. Ah oui? Parce que nous sommes déjà... Ah oui, là. Mais écoutez, à l'annonce de la candidature de M. Ouattara, il y a déjà 30 morts.
Il y a plus de 200 personnes arrêtées. Il y a des femmes aux mains nues qui sont en prison. Il y a des députés qui sont en prison sans que leur immunité ait été levée. Donc nous sommes déjà dans la crise préélectorale. Et c'est déjà très très inquiétant. Oui, vous êtes à Paris. La réalité. Oui, vous êtes à Paris, Guillaume Soro. Êtes-vous surveillé de très près en France ou qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de rentrer dans votre pays et de mener le combat? Mais vous savez très bien que le 29 décembre, le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion pour aller à Abidjan. L'aéroport d'Abidjan a été assiégé par l'armée envoyée par Alassane Ouattara. J'étais dans l'avion quand la tour de contrôle de Niamey a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il ne pouvait pas atterrir à Abidjan pour des raisons de sécurité. J'ai dû faire un atterrissage d'urgence à Accra. Et quand j'étais dans l'avion à Accra, j'ai demandé aux autorités ghanéennes pour sortir de l'aéroport. Le président Nana Akufo-Addo m'a interdit de mettre le pied sur le sol du Ghana. J'en ai été choqué pour l'Africain, membre citoyen de la CEDEAO que je suis, qu'on m'interdise la terre d'un pays de la CEDEAO. Qui plus est, le Ghana, la terre de Thomas Nkrumah, qui lui parlait de l'unité africaine. Alors que je n'étais l'objet d'aucune poursuite, le Ghana m'a refusé sa terre. Et c'est pourquoi je n'attends rien de la CEDEAO. Aujourd'hui, comme disait Obama, en Afrique, il faut des institutions fortes. Mais vous, entre leadership et institutions fortes, que valent nos institutions? Je vous dis que dans le régime présidentiel, pour ne pas dire présidentialiste, les autres pouvoirs, les deux autres pouvoirs sont des parents pauvres, sont exsangues. Mais que peut un président de l'Assemblée nationale face au président de la République? Que peut le président de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel face au président de la République? Rien. C'est pourquoi je pense que je pense qu'il faut évoluer vers un système et un régime parlementaire. Ce serait une expérience qui pourrait nous permettre d'essayer, si vous voulez, l'indépendance des pouvoirs et la consolidation des pouvoirs. Je vous dis que les régimes présidentiels que nous avons dans la sous-région ne peuvent pas permettre l'instauration d'institutions fortes. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Le président de l'Assemblée nationale. Non, mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale, j'ai été président de l'Assemblée nationale dans mon pays. Oui. Mais le président de l'Assemblée nationale, l'état de droit ne peut que reposer que sur une justice indépendante et une armée républicaine. Je donne mon exemple. J'étais président de l'Assemblée nationale quand le président Ouattara a voulu que je démissionne. Si je voulais lui résister, c'est le président Ouattara qui a l'armée dans sa main. Tant que le président de la République a l'armée, il a la justice, qu'est-ce qu'un président de l'Assemblée peut faire? Chez vous au Sénégal, qu'est-ce que votre président de l'Assemblée peut faire? S'il rentre en crise avec le président de la République, il suffit que le président de la République envoie 2 chars devant l'Assemblée nationale et c'est terminé. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'état de droit, c'est-à-dire une justice indépendante et une armée républicaine, nous ne pourrons pas avoir ces institutions dont vous parlez. Alors donc je dis, oui, c'est un leurre dans un régime présidentialiste
de parler d'institutions fortes. Parce que le régime présidentialiste est conçu pour avoir un homme fort, un seul homme fort, un seul capitaine dans le bateau, à savoir le président de la République. Et la preuve, dans le régime présidentiel, l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de renverser le président. Donc l'Assemblée peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas renverser le président, elle ne peut pas renverser le gouvernement. Donc, à quoi ça sert? Oui, donc vous Le président de la République, vous ne croyez pas aux institutions, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas saisi la cour de la CEDEAO. je n'ai pas saisi la cour de la CEDEAO parce que M. Alassane Ouattara, avec son téléphone, aurait appelé tous les chefs d'État pour instruire leurs magistrats qu'ils ont envoyés à la cour de la CEDEAO pour leur dire de me donner tort. Mais Guillaume que M. Ouattara fait couramment. Mais Guillaume Soro, la Cour africaine des droits de l'homme vous a donné raison. Elle m'a donné raison parce que là-bas, ce sont des magistrats anglophones. Ils sont habitués à l'indépendance dans l'exercice de leur mission. Et je peux même vous dire que M. Ouattara a essayé de contacter certains chefs d'État, notamment il a essayé de contacter le président Uhuru Kenyatta du Kenya pour faire pression sur son magistrat. Mais comme là-bas, ils ne sont pas comme nous, les francophones, ils ont refusé. Et les magistrats ont dit le droit. Alors Guillaume Soro, c'est la toute dernière question. Vous menez un combat depuis bientôt plus de 30 ans. Un combat pour le triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alors Guillaume Soro, aujourd'hui, quel est le maître mot? Êtes-vous justement à mi-parcours de votre combat? Que représente cette présidentielle ivoirienne qui doit se tenir ce 31 octobre 2020? Oui, Guillaume Soro, et votre destin dans la politique en Côte d'Ivoire, c'est quoi finalement? C'est le mot de la fin. Vous savez, quand je menais le combat à la tête des forces nouvelles, je me disais que c'était mon dernier combat. Le jour où Alassane Ouattara a été élu président de la République, pour moi, c'était le dernier combat, ça en était fini. Je pouvais me reposer. Quand je croyais en l'homme, en sa capacité à instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire, lui qui a fait un PhD aux États-Unis, qui a été au FMI, je m'étais imaginé qu'il serait venu bâtir des institutions fortes et instaurer la démocratie dans mon pays. Vous comprenez la désillusion qui est la mienne. De constater que après quelques années d'exercice du pouvoir, Ouattara s'est avéré un piètre politicien, un piètre chef d'État, qui tripatouille comme un Yaya Jammeh ou comme un Idi Amin Dada ou un Mugabe, la constitution de la Côte d'Ivoire, pour vouloir se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Ça me choque. C'est ainsi que le soldat que je suis est obligé de reprendre le micro pour dénoncer la forfaiture de M. Ouattara. Pour conclure mon propos, oui, je veux lancer un appel à l'ensemble des Africains de la sous-région ouest africaine. Nous devons nous donner la main pour dire non au troisième mandat. Nous ne pouvons pas accepter que les présidents de la République nous trompent pour faire des présidents à vie. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il faut que l'alternance soit une réalité et ancrée dans les mœurs démocratiques de nos pays.
Voici le combat auquel j'invite le peuple sénégalais. Guillaume Soro sur FM Sen Radio vous remercie pour cet entretien exclusif accordé à Sen Radio. Merci beaucoup, Monsieur Soro. Merci à vous, merci à vous. Parce que vous l'avez dit, il n'y a pas d'homme providentiel, encore moins de messie, surtout en démocratie. Donc, merci encore une fois. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je vous remercie, Guillaume Soro, d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien exclusif. Merci et bonne suite pour le reste. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci également à nos internautes qui nous ont suivis via notre chaîne YouTube. Excellente suite de programmes et rendez-vous dimanche prochain.